C'était pratiquement 50% d'infiltration, puisqu'on avait toujours quelqu'un qui nous surveillait. Moi, je me souviens, ce qui était le plus drôle, c'est que j'étais dans mon immeuble, je me retournais, je voyais quelqu'un. J'étais au tribunal, je me retournais, je voyais quelqu'un. J'étais à la rédaction, je mangeais, je voyais la même personne. Donc au bout d'un moment, j'ai compris que cette personne me suivait, était là pour épier mes faits et gestes. Bonjour, je m'appelle Morgan, j'ai 35 ans, je suis journaliste, je suis aussi professeur à l'EDJ, j'enseigne entre autres l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux, l'analyse de l'actualité, le mojo, le web journalisme et je suis diplômé de la promotion 2008 Serge Moati. Eh ben, c'est un énorme concours de circonstances, puisque moi, à la base, je viens de banlieue parisienne, et je suis arrivé dans le sud de la France, puisque mes parents ma mère s'est remariée, et j'étais en échec scolaire. Donc, j'étais en échec scolaire, j'ai arrêté l'école en 4e, j'ai travaillé à McDo, ça m'a beaucoup plu pendant 4 ans, mais un jour, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, donc j'ai passé le bac en candidat libre à la faculté de Saint-Jean-d'Angély, qui est juste à côté, et tous les jours, je passais devant l'école du journalisme. Donc, je me disais qu'un jour, je tenterais le concours si j'ai mon bac. J'ai eu mon bac avec mention et j'ai filé à l'EDJ. Ah, il y a du beau monde sur cette photo. Donc je me souviens très bien de cette photo. Je reconnais quelques-uns de mes camarades. Là, on peut voir ceux dont j'étais très proche. Milan Poyer, Julien Zito, on nous appelait les trois frères à l'époque, puisqu'on passait nos journées à réciter des dialogues de films des trois frères, le Kundelich. Je reconnais aussi Stéphanie Roch, Candice Roland, Georges Quirino Chavez qui travaille à RMC, je crois, qui était envoyé spécial en Amérique latine, Landry Benoît avec qui je suis parti au Maroc. Non, j'ai un souvenir très ému de cette promo et puis je crois que ça se voit sur la photo puisqu'on a l'air tous très contents. Et puis on a tous le sourire et on est tous jeunes et beaux. Oui, je m'en souviens très bien parce que on était tous impressionnés. On était tous en train de se regarder. Il y avait une espèce d'observation, de round d'observation, puisqu'on venait tous de régions différentes. On ne se connaissait pas. On avait fait les séminaires. C'était très impressionnant. Et je me souviens que dès le premier jour, on devait prendre la parole en public. La plupart d'entre nous, on n'avait pas l'habitude de faire ça. Mais c'était un super moment puisqu'on apprenait à découvrir plein de parcours, plein de gens qui venaient d'horizons différents. Donc je garde un souvenir ému de cette rentrée, même si je me souviens avoir été très stressé, je pense comme l'ensemble de mes camarades. Je dirais tout et rien en même temps. Rien, puisque les fondamentaux sont les mêmes. On fait du journalisme de la même manière, on inculque les mêmes valeurs. Je dirais tout au niveau du matériel pour faire du journalisme. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à l'EDJ, c'était la bascule avec Internet. Donc on ne se servait pas encore d'Internet, il n'y avait pas vraiment de journalisme web. Je me souviens même qu'on avait interdiction d'utiliser Internet pour écrire nos papiers, ce qui fait très bizarre aux étudiants de maintenant. Donc on nous coupait Internet. Je me souviens aussi qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, donc c'était quelque chose, paradoxalement, je pense que c'était mieux pour nous, puisqu'on était moins pollués par d'autres informations, on ressentait moins aussi la défiance envers les journalistes. Je me souviens aussi de l'orthographe. Et nous, à notre époque, on était très très pointilleux sur l'orthographe. Je me souviens que, je crois que si on avait plus de 10 fautes, la note était divisée par 2. Je me souviens des locaux aussi, puisqu'on n'était que sur 2 étages. Maintenant, les locaux se sont agrandis. Le studio radio, le studio télé, tout ce qu'on n'avait pas à notre époque, puisque à l'époque, ça coûtait très très cher de faire de l'image. Et puis maintenant, un téléphone portable et c'est parti. Souvenir de cours, oui. J'ai un souvenir ému des cours de lecture, donc des cours de lecture qu'on faisait avec Marie. Et en fait, c'était quelque chose de très sportif puisqu'on devait rédiger 40 lignes en 40 minutes en faisant une réflexion sur un livre, une réflexion philosophique, une réflexion journalistique. J'adorais cet exercice. La plupart de mes camarades redoutaient cet exercice. Moi, je l'adorais puisque j'étais plutôt bon et j'adorais ça. Ça se rapprochait aussi un petit peu de la philosophie. Je trouvais que c'était un exercice original et ça apprenait aussi quelque chose de difficile, c'est de synthétiser très vite ses idées. 2 souvenirs d'actu. Le premier, en fait, sur les 2 années. La première année à l'EDJ, c'était l'année de l'élection de Nicolas Sarkozy. Et je me souviens qu'en tant que jeune journaliste, j'avais eu Jacques Cheminade au téléphone
qui m'avait annoncé en exclusivité qu'il n'avait pas ces 500 signatures. Donc comme quoi on peut avoir des scoops même quand on n'est pas encore diplômé. Et je me souviens la deuxième année de la crise financière de 2008 avec la fameuse affaire Jérôme Kerviel. Je me souviens qu'on avait fait beaucoup de papiers dessus. Et ça nous avait marqué puisque c'était la crise des subprimes, on était dans un moment d'incertitude. Et puis c'était quelque chose qui a rebondi dans l'actualité, qu'on a beaucoup traité. Et comme on avait beaucoup de lacunes en économie, ça nous a aidé à comprendre beaucoup de choses. Plusieurs. Le premier, je dirais Christian Huot. Christian Huot qui m'a beaucoup appris, qui était patient, pédagogue. Je me souviens que quand je suis rentré à l'EDJ, j'attendais mon premier bon papier. Ça a mis du temps. Et puis le jour où j'ai eu mon premier bon papier, j'étais ému. Je sentais aussi que lui était fier dans ses yeux, puisqu'il y a la réussite de l'étudiant, mais il y a aussi la réussite du prof. Et j'en garde vraiment un souvenir ému, parce que c'était quelqu'un de très patient, de très pédagogue, mais en même temps quelqu'un de très direct. Je me souviens aussi des cours de droit. Alors j'étais un peu moins bon en droit, mais Maurice Huleux rendait le droit passionnant, c'est-à-dire à travers des petites anecdotes. C'est ce qui fait aussi la qualité des enseignements de l'EDJ, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à vous intéresser à un sujet par un biais détourné, voilà, par une petite anecdote. Et en plus, il y avait toujours un fond journalistique, ce qui nous aidait à mettre en relation nos cours de droit avec ce qu'on allait faire sur le terrain. C'était jamais de la théorie absurde et abscon. Le premier, Agora FM, Vicky Berardi, à qui je passe le bonjour. Donc j'ai un souvenir ému d'Agora FM puisqu'on allait, je partais en mobilette dans les petites rues du Vieux-Grasse. Pour ceux qui connaissent, c'est l'aventure. Et c'est là que j'ai fait mes premiers directs des émissions culturelles. Et je me souviendrai toujours avoir appelé tous mes potes, ma famille, pour dire écoutez, ce midi, c'est moi qui fais le journal. Et j'ai fait le journal pendant les 2 mois de mon stage. Et ça m'a fait énormément progresser, puisque quand vous faites de l'antenne tous les jours, ça vous fait énormément progresser. D'ailleurs, je remercie Agora FM qui laisse sa chance à beaucoup de journalistes et qui permet de s'initier à la radio. Un souvenir d'étudiant, oui, pas très glorieux. Déjà, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est qu'au début, on s'observe, et puis petit à petit, plus on arrive vers la fin du cursus, et plus on est proche. Et la deuxième année, les 6 derniers mois, on était vraiment proches avec beaucoup d'étudiants, on commençait à passer des bons moments, on s'aperçoit au final qu'on a tous les mêmes objectifs. Et j'ai un souvenir d'une journée porte ouverte, la dernière journée porte ouverte, on devait assurer un JT, et on est parti à Couleur Café, qui est toujours le QG des étudiants de l'EDJ. On a fait un repas, on a bu 2-3 pastis, on est revenu, on avait un peu la tête qui tourne, on a quand même assuré le JT, mais ça a été très difficile, et on a pris beaucoup de fou rire. Souvenir de cérémonie, le meilleur souvenir, c'est les yeux de ma mère quand je monte chercher mon diplôme avec Serge Moati. Puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, j'étais en échec scolaire quand j'étais jeune. Quand on a 16 ans, 15 ans, on est toujours un peu con, on est toujours un peu en rébellion. Et j'avais jamais senti la fierté dans les yeux de ma mère, donc j'étais vraiment heureux. Et je me souviens aussi que avec tous les camarades, on avait fait une gigantesque fête. Après, on était resté sur la plage jusqu'à 6 heures du matin, donc j'ai un souvenir très ému de la cérémonie. Et aussi de notre parrain, Serge Moati, parce que c'était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. J'ai d'ailleurs toujours beaucoup d'admiration pour lui, un fantastique réalisateur de documentaires. Et je me souviens qu'il m'avait glissé un mot très gentil à l'oreille. On avait discuté un petit peu sur la scène. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais parler d'égal à égal avec des gens que j'admirais. Donc après le DJ, je suis parti à Paris, à Énergie. Donc j'ai fait un stage de 3 mois, Énergie Paris à l'époque. Et alors en même temps, c'était très troublant. Bon, j'avais l'habitude de la banlieue, mais là, c'était vraiment austère. On était à Rosny-sous-Bois, Rosny-Bois-Perrier, pour ceux qui connaissent. Ça a des allures de cité soviétique des années 70, donc c'était très froid. Mais on a fait du terrain tous les jours. C'est là aussi que je suis parti sur le terrain suivre des politiques. Je me souviens d'avoir interviewé Laurent Wauquiez, Roselyne Bachelot. Donc ça a été très formateur. Après Énergie Paris, j'ai fait le pari de partir avec 3 étudiants de l'EDJ, que je vais citer, Thomas Arlès, Christophe Guggen et Landry Benoît, qui sont tous les 3 de brillants journalistes et qui ont continué une brillante carrière. Et j'ai fait le pari de les rejoindre au Maroc. J'ai fait le pari de les rejoindre au Maroc et en fait, j'avais 600 €. Donc je suis parti avec 600 € et je me suis dit, je pars avec ces 600 €, je tiens le plus longtemps possible et puis le jour où j'ai plus d'argent, je rentre.
Il me restait 50 €. Ça faisait 3 semaines que j'étais là-bas et j'étais à 2 doigts de repartir, à 2 jours de repartir et j'ai reçu un appel du journal hebdomadaire. Ce qui est paradoxal, en plus, c'est ce qui faisait rêver tous mes collègues journalistes, puisque le journal hebdomadaire, c'était vraiment l'équivalent du Canard enchaîné. C'était le seul journal indépendant. On parlait de nous partout. On défendait la cause des femmes. On attaquait beaucoup le roi, parfois les abus. On défendait aussi beaucoup la liberté de la presse. Et là, ça a été génial parce que en 2 semaines, je suis passé de repartir avec plus un sou en poche à la une de Courrier International, puisqu'avec mon premier papier pour le journal hebdomadaire, j'ai fait la une de Courrier International. Donc là, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé tout le monde, allez vite au kiosque, allez acheter Courrier International. Je me souviens aussi avoir envoyé un message à l'école. Ils m'ont chaleureusement remercié, c'était très émouvant. Après ça, j'ai fait du reportage donc au Maroc, un reportage aussi très émouvant, c'était sur les femmes mulets de Ceuta. Donc c'est ces femmes qui passent du Maroc à une enclave espagnole et qui portent sur leur dos des dizaines de kilos de marchandises détaxées. Donc c'est quelque chose de très dur humainement, hein, parce que il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de chaleur. Elles sont pas très bien traitées par la Guardia Civile. Donc c'était un reportage qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu la chance au journal hebdomadaire de rencontrer Zineb El Razaoui, donc qui après a été journaliste à Charlie Hebdo. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, qui m'a même hébergé au Maroc quand j'étais en galère. Et j'étais en même temps troublé, ému après de la retrouver dans les tueries de Charlie Hebdo quand moi j'étais revenu à Paris, de voir ce qu'était devenu son parcours. Je la trouve toujours courageuse et comme quoi dans la vie, les rencontres vous mènent toujours quelque part, puisque je pensais jamais en rencontrant cette journaliste au Maroc qu'elle deviendrait un acteur malheureux de l'actualité. Ensuite, donc, je suis revenu à Paris, puisqu'on a eu des problèmes avec ce qu'on appelle le Magzen, ce qu'on appelle le pouvoir au Maroc, qui nous a mis des amendes, qui nous a mis beaucoup d'amendes, ce qui nous a obligés à fermer. Donc, je suis reparti en France. Faut savoir aussi, ce qui était drôle, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'au Maroc, on faisait du journalisme, mais c'était pratiquement 50% d'infiltration, puisqu'on avait toujours quelqu'un qui nous surveillait. Moi, je me souviens, ce qui était le plus drôle, c'est que j'étais dans mon immeuble, je me retournais, je voyais quelqu'un. J'étais au tribunal, je me retournais, je voyais quelqu'un. J'étais à la rédaction, je mangeais, je voyais la même personne. Donc au bout d'un moment, j'ai compris que cette personne me suivait, était là pour épier mes faits et gestes. Donc ça nous a appris aussi à être discrets, ça nous a appris aussi à travailler en réseau. Malheureusement, au bout d'un moment, on a dû fermer. Le journal hebdomadaire a fermé en 2010 et je suis retourné à Paris. On a créé un journal qui a été un échec total, mais il faut vivre des échecs, hein. Comme disait Mao, d'échec en échec jusqu'à la réussite. Et ensuite, j'ai travaillé, j'ai pigé pour la télé, j'ai pigé aussi, je faisais du zapping éditorialisé, j'ai été enquêteur pour Causeur, j'ai été enquêteur aussi pour le Rue 89, le Nouvel Obs. J'ai fait par exemple le 11 septembre dans les manuels scolaires pour montrer parfois que les manuels scolaires sont rédigés d'une manière très approximative. Et j'ai eu la chance de retourner sur Nice et de devenir prof à l'EDJ tout en continuant mon métier de journaliste freelance et en écrivant aussi pour le théâtre. Alors la radio que j'écoute le matin en premier, c'est RMC parce que je suis un peu décalé et j'écoute l'after foot de RMC à 6h du matin. Ensuite, j'enchaîne directement sur le journal de France Inter et puis je reviens sur RMC pour l'interview de Bourdin. Donc je navigue entre RMC et France Inter qui ont 2 lignes éditoriales complètement opposées, mais comme quoi, quand on est journaliste, il faut écouter et aimer de tout. Une chanson, je dirais Georges Brassens, Trompette de la renommée, avec ses paroles que j'adore. Je vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténébreux bucolique. Un livre, je vais pas être original, mais sans hésitation, Voyage au bout de la nuit. Un journaliste, historien, philosophe, je dirais Albert Camus. Je vais continuer avec Albert Camus. Un homme, ça s'empêche. Citation très courte, mais très profonde. Et une deuxième citation qui fait écho avec ce qu'on vit en ce moment, c'est mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Un film, Le Temps des Gitans, Emir Kusturica, très beau film. Alors c'est quelque chose, c'est une passion qui m'a pris depuis 6 mois, c'est regarder des épisodes de Cauchemar en cuisine. J'adore Philippe Etchebest, j'adore la mécanique de l'émission. Alors je suis pas naïf, je sais très bien que c'est très scénarisé, mais je trouve que c'est bien scénarisé. Et comme j'aime beaucoup manger, comme j'aime beaucoup observer aussi dans les restaurants, et ben j'y trouve mon plaisir. Donc quand j'ai besoin de me vider la tête, je me mets un Cauchemar en cuisine. Impossible de choisir, je suis amoureux des 4.
Gilles Boulot est très talentueux, mais David Pujadas pour le côté humain, pour le côté professionnel et pour tout. Téléfoot. Alors, il y en a un que je trouve trop prétentieux et il y en a un pour qui j'ai bossé et qui ne m'a jamais payé, donc qui me doit de l'argent. Je vous laisse retrouver lequel me doit de l'argent et lequel est trop prétentieux, donc je dirais ni l'un ni l'autre.